Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 2 de Chapitre Sportif. C'est le 5e et aujourd'hui on retrouve les chemins des gymnases et salles de basket des deux côtés de l'Atlantique. Nous allons mettre la focale sur le dernier phénomène qui vient disrupter la NBA et plus largement le ballon panier, j'ai nommé Victor Wembanyama. Pour en parler, j'ai la chance et l'honneur d'échanger avec l'une des plumes les plus connues et reconnues du basket francophone. Il nous gratifie pour l'équipe de papier de qualité et d'ouvrages tout autant qualitatifs publiés par son employeur et aux éditions Solar. Monsieur Yann Onona, comment allez-vous ? Ça va très bien, c'est très gentil de me recevoir, merci beaucoup. Merci à toi de répondre à l'invitation. On va dédier ce numéro à ton bouquin Wembanyama. Je veux être moi dans la collection Hall of Fame publiée, donc comme je l'ai dit en introduction, chez Solar avec l'équipe. Donc avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter succinctement sur ton parcours et ce que tu fais actuellement ? Alors moi, je m'appelle Yann Onona, je suis grand reporter pour le journal Le Quotidien Sportif. L'équipe, je suis grand reporter là-bas depuis 16 ans déjà, et en fait j'y travaille depuis plus de 20 ans. Voilà, mon parcours, c'est un parcours assez classique universitaire. J'ai eu un bac littéraire, j'ai fait des études d'histoire et de lettres classiques, donc j'ai une petite appétence pour le latin et le grec ancien, encore aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme, le CFJ à Paris, pour être précis. Et je suis assez vite rentré au journal L'Équipe, où j'ai eu des opportunités, d'abord dans des travails d'édition et ensuite au reportage depuis 2010. Très bien, parcours riche et complet. Et du coup, dans ton cheminement, ton rapport à la lecture, depuis tout petit, tu as été plongé dans les bouquins ou c'est quelque chose qui s'est peut-être, on va dire, greffé un peu plus tardivement ? Non, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de culture, beaucoup de musique, beaucoup de lecture. Oui, des expositions, du cinéma, des musées. Voilà, bon, j'ai un parcours littéraire, très clairement, je me suis vite éloigné des nombres qui n'étaient pas mes copains. Et assez vite, un des endroits où je me trouvais très à l'aise, c'était les kiosques à journaux, qui malheureusement disparaissent de plus en plus aujourd'hui. Mais bon, moi j'adorais, une de mes activités favorites, c'était d'aller traîner chez le marchand de journaux, juste regarder ce qu'il y avait et ramener des magazines, si possible que je connaissais pas, avec mes petites habitudes aussi. Et donc j'étais un peu un lecteur obsessionnel de magazines. Je lisais aussi beaucoup de livres, dans le cadre scolaire, mais aussi en dehors. Voilà, et avec le temps, évidemment, c'est le rapport à la lecture change. Voilà, j'aime toujours beaucoup les bouquins, mais maintenant je chasse le temps pour pouvoir m'y plonger, et c'est de plus en plus difficile, je pense, comme pour beaucoup de monde. Et quand tu arrives à trouver un créneau pour te plonger dans un bouquin, quel est le type de bouquin qui t'intéresse ? Alors franchement, il y a vraiment de tout. Je saurais pas comment caractériser ça. En fait, chez moi, si tu viens chez moi, tu verras, il y a des piles de bouquins un peu partout, quoi. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a qui aiment pas faire ça, mais moi, j'aime bien lire 5, 6 bouquins en même temps, en parallèle. Il y a toujours un moment où il y a un bouquin qui prend le pas sur les autres, et où, évidemment, je plonge dedans et je le finis très rapidement. Mais j'ai toujours 5 ou 6 piles à 5 ou 6 endroits différents de ma maison, sur ma table de nuit, dans le salon, dans le bureau, et puis à chaque fois c'est des choses différentes, et donc il y a autant de romans de littérature, de romans, de nouvelles. J'aime beaucoup les essais aussi, les essais notamment politiques, parce que on vit une période tellement troublée qu'on a envie d'y comprendre quelque chose, donc je lis pas mal de ça. Je lis beaucoup d'ouvrages de basket, parce que c'est mon domaine de prédilection. Mais ouais, il y a plein de choses, et puis il y a des choses anciennes, classiques, et puis des choses plus contemporaines.
Et t'arrives à garder le fil quand on a plusieurs lectures en parallèle, ça peut être un peu compliqué pour pas trop s'en mêler les pinceaux. Non, ça va, ça va. Je triche aussi, j'ai des livres dans mon sac, j'ai toujours un livre dans ma poche. C'est con, mais avoir un livre dans ma poche, ça m'a toujours rassuré en fait. Euh, D'accord. alors c'est peut-être parce que je fume pas, je sais pas, mais donc un truc et d'avoir quelque chose à faire avec mes mains, mais en tout cas, ça m'a toujours rassuré d'avoir d'abord quelque chose à pouvoir sortir et lire, que je sois dans une file d'attente ou et qui soit pas mon smartphone. Euh, donc ça, j'aime bien. Je sais pas, et puis ça me rassure d'avoir quelque chose de culturel qui est toujours avec moi en fait. C'est peut-être con, mais c'est quelque chose de symbolique, mais que j'ai toujours avec moi. Très bien. Et en termes de lecture, tu as parlé de livres de basket. Est-ce que c'est le dernier livre de sport que tu as pu lire ou il y a une autre discipline qui s'est glissée dans tes lectures? Non, alors j'avoue que, alors pour être tout à fait honnête, comme le sport c'est mon métier, Hmm. dans l'écriture, dans le journalisme, euh, en général quand je veux lire, quand on lit, on veut s'échapper un peu. Donc Hmm. ma passion c'est pas de lire des livres de sport, même si les livres de sport c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc en général je veux aller vers autre chose. Voilà. Par contre, ça n'empêche pas que je lis beaucoup de livres de sport, mais du coup je me restreins quand même pas mal à la balle orange parce qu'il y a tellement de choses dans le basketball à explorer, à lire, à découvrir. Enfin, la littérature en la matière, notamment américaine, est infinie et extrêmement qualitative pour certains ouvrages. Donc voilà. Et actuellement, bah, je lis un truc que j'aurais dû lire depuis 10 ans. C'est le livre de Phil Jackson que j'avais jamais lu, qui s'appelle Eleven Rings, qui raconte Hmm. donc ces 11 titres. 6 avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et 5 avec les Lakers de Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Enfin, en tout cas, 3 avec Shaquille O'Neal, peu importe. Donc, en tout cas, c'est 11 titres et je rappelle qu'il en a 2 de plus en tant que joueur avec les Knicks en 70 et en 73. Donc, c'est d'autant plus intéressant de le lire aujourd'hui que même si on adore Phil Jackson, bon, il dérive un petit peu, je pense, dans ses dernières interviews, ces dernières années, et puis ces dernières années de dirigeant à New York n'ont pas été très reluisantes. Donc, ça fait plaisir d'être au cœur d'un véritable esprit, quoi. Hein. On l'appelait le Zen Hmm. Master à l'époque. Hein. Il offrait des livres d'ailleurs à ses joueurs. C'était un des rares. Il leur faisait faire de la méditation et c'était vraiment un pionnier dans ce genre de coaching un peu différent. Et donc, je me souviens très bien, il racontait au début de chaque saison, je pense qu'il offrait un livre par joueur à chacun de ses joueurs, Hmm. à chaque fois en fonction de la personnalité du joueur. Et donc, ça montre, hein, de toute façon, que même dans le sport, il y a une composante lecture, une composante euh, intellectuelle qui est indissociable de la performance. Il y a les athlètes et puis après, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui Hmm. permet d'ouvrir son esprit, qui permet de se détacher de la pure performance pour la rendre encore plus grande ou la transcender. Et bah, Victor Wembanyama, que tu évoquais, lui, il a toujours un livre, souvent d'heroic fantasy, avec lui. Et Hmm. les autres joueurs se moquent de lui. Je crois que c'est Jokic qui s'est moqué de lui au All-Star Game. Oui, Tu lis un c'est ça, bouquin, ouais. enfin, des trucs comme ça, mais c'est drôle et c'est intéressant à la fois. Donc Phil Jackson, pour toutes ces raisons, et aussi parce que moi j'ai grandi dans les années 90, j'étais ado et bah, mon équipe favorite pour toujours, ça reste les Chicago Bulls de Michael Jordan dans les années 90 avec Phil Jackson. Pour tout ça, c'est logique que je lise ça et que j'aime ce personnage. Ouais, petite digression, ça aurait été hyper intéressant dans le côté un peu science-fiction de faire un mix Phil Jackson, Wemby, et avec Ah oui. être coaché par Phil Jackson, je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça aurait été passionnant. Ouais, les crossovers, on aime bien. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé voir les Bulls des années 90 jouer contre les Spurs de 2014, parce que là, Hmm. pour le coup, Oui. j'étais bah, déjà j'avais commencé ma carrière de grand reporter, et donc j'ai eu la chance d'assister à la finale NBA. C'est la dernière à laquelle j'ai assisté en 2014, où les Spurs ont battu Miami. Euh, mais ils les ont battus en développant un jeu tel que je n'en avais moi jamais vu. On Hmm. appelle ça le Beautiful Game, qui était le jeu imaginé par Greg Popovich,
où vraiment c'était la prédominance du collectif par rapport aux individualités. Et donc c'était complètement dingue. Il y avait 3 joueurs majeurs, donc Tony Parker, Tim Duncan et Manu Ginobili, mais en dehors de ça, toute l'équipe était impliquée. La balle allait très très vite, circuler dans tous les sens. Moi, j'ai jamais vu une telle perfection, en tout cas une telle approche de la perfection dans le jeu collectif, dans l'équilibre entre l'extérieur, l'intérieur, les passes et l'équipe qui prend le dessus sur la performance individuelle, au point que c'était impossible de savoir avant le dernier match de la finale, qui était le 5e, qui allait être désigné MVP. Je me souviens très bien. On en parlait avec les reporters américains et les collègues français, et la seule chose qui ressortait, c'était en fait celui qui va faire le meilleur match, numéro 5 ou 6 en fonction du match du titre, c'est lui qui sera MVP de la finale pour les Spurs. Et j'ai jamais vu ça honnêtement dans ma carrière. Et l'autre truc qui m'a impressionné le plus dans ma vie, c'est les Bulls de Jordan, même si on peut ajouter aujourd'hui un peu les Warriors de Curry qui pour moi sont au même niveau. Et puis avant, évidemment, il y a d'autres équipes, hein, les Lakers et Celtics, mais comme je les ai pas vécus en live, c'est plus difficile pour moi de les comparer. Mais j'aurais rêvé et je rêve encore de voir Jordan, Bulls à leur prime contre le Beautiful Game des Spurs, parce que c'est vraiment 2 conceptions différentes. Même si les Bulls, c'était collectif aussi, hein, attention, c'était pas que Jordan, évidemment. Mais ça aurait été intéressant de voir 2 excellences se confronter. Très belle analogie. Et après, si on reste dans l'analogie, on est un peu. Pour moi, cette version Spurs là, c'est un peu la version Barça qui, on Ouais, va dire, qui complètement. marche sur l'Europe. Non, mais c'est ça, mais c'est De plus, l'Ajax, quoi. c'est le basket total, quoi. Alors c'est une C'est ça. expression reprise récemment par Frédéric Fautoux, mais coach de l'équipe de France, juste avant qu'il prenne son mandat. Mais il s'agit pas de ça, quoi. Et vraiment, il s'agit de quelque chose qui dépasse qui atteint le summum de ce qu'on peut imaginer, quoi, en basket. Un truc imprévisible, des passes, un jeu qui s'adapte en temps réel à ce qui se passe en face de lui, en défense. Voilà, avec au milieu, il y avait Boris Dio en plus, qui Ouais. faisait les, Baba qui était, voilà, qui il était était au chaud milieu, au bouillant. costaud et qui distribuait le jeu avec génie, quoi. Je me souviens en finale de conférence, je crois contre Oklahoma City, il avait euh, je sais plus si c'est en 2014 ou 2013, hein, il me semble. Bah non, c'est 2014 forcément. C'est forcément. Non, je sais plus. Enfin, peu importe. Mais c'est l'une de ces 2 années. En tout cas, il y a cette finale de conf contre Oklahoma City et vous vérifierez. Et il a un plus-moins sur l'ensemble de la série. Je pense qu'il est jamais vu sur une série de playoffs ou pas loin. Alors qu'il marque pas tant de points que ça en fait. Hein. Il est genre, c'est à la babac quoi. Il est capable de mettre 20 points, mais il était juste sur mettre du liant dans le jeu. Et alors lui, c'était vraiment la pièce ultime pour rendre le jeu des Spurs, leur faire atteindre le dernier stade, quoi. Parfait. Et du coup, on va rester dans le rayon Spurs et on va parler de ton bouquin et on va découvrir un peu les arcanes de cette aventure littéraire. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ce projet et pourquoi tu as voulu écrire sur Victor et particulièrement à l'aune de son grand saut en NBA? Alors la genèse de l'ouvrage, c'est d'abord un constat, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs années qu'on savait déjà, en tout cas les spécialistes de basket, évidemment on avait entendu parler de lui depuis qu'il était espoir à Nanterre, etc. Mais à partir du moment où on a compris en fait à quel point ça allait être énorme, euh, c'était évident qu'il fallait écrire sur lui et qu'il fallait documenter ce qu'il faisait le plus possible. Donc on a essayé d'être le plus présent possible à ses matchs, d'essayer de rencontrer son entourage, ce qui n'était pas forcément évident parce que comme il était déjà très demandé médiatiquement, il était protégé, ce qui est tout à fait compréhensible. Par ses parents et ses agents qui voulaient pas qu'on en fasse trop et qui voulaient qu'il puisse se développer normalement. Mais donc le constat, si tu veux, c'est que à force d'aller le voir, de parler à des coachs qui s'occupaient de lui, et puis de comprendre à qui on avait affaire, notamment quand j'ai fait une interview, ça c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué, c'est en 2022, quand il est à Lasvel et qu'il est blessé, donc il joue pas encore beaucoup, et que là il y a énormément encore de critiques
à son égard. Mais j'y reviendrai. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a eu, si tu veux, j'ai tellement accumulé de choses, moi et mes collègues, mais bon, moi j'ai été en pointe sur ce sujet, donc j'ai tellement accumulé de choses qu'au début, on avait juste pensé peut-être faire rassembler les articles qu'on faisait sur lui. Et puis en fait, les éditions Solar ont eu l'intelligence de me dire mais pourquoi on les met pas tout de suite dans un livre en fait. Et au début, je me disais non, mais il y a pas assez, il y a pas assez. Puis en fait, au bout de quelques semaines, j'ai compris que j'en aurais beaucoup plus qu'il n'en fallait pour écrire un livre en fait. Et après, alors attention, il faut être clair, ce livre, c'est une compilation de tous les travaux que j'ai pu faire sur lui, qu'on a remis en forme pour leur donner une forme narrative, pour qu'il y ait des chapitres, pour qu'on puisse à la fois lire ça de A à Z ou aller piocher des choses. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où on a décidé qu'on en ferait un format qu'on appelle Explore à l'équipe, qui est un format numérique, mais où on peut mettre tout le texte qu'on veut, faire des vidéos, etc. On a décidé que ce serait un livre. Et donc là, à partir de là, j'ai décidé de faire des reportages. Et c'est là un peu que le concept du livre est né, c'est-à-dire qu'on j'ai proposé donc à la rubrique Explore et à Solar euh, d'étudier des lieux et, euh, et des parties de son corps parce que à Wemby, puisque comme Wemby est évidemment un physique totalement atypique et jamais vu auparavant, dans la capacité qu'il a évidemment à être dans sa coordination, sa mobilité au vu de sa taille. Donc il fallait expliquer pourquoi c'est compliqué d'avoir des mains comme il a et pourquoi ça marche. Pourquoi ses pieds sont un sujet d'inquiétude, de discussion et de travail spécifique, par exemple. Et donc, par exemple, chacune des parties de son corps qu'on a déterminées, y compris son esprit, parce que Wemby était un garçon qui était en avance même dans sa jeunesse. Si ce qu'on m'avait raconté à l'époque est vrai, à 3 ans, il lisait déjà parfaitement. Je veux dire, je sais pas s'il était surdoué, je pense pas que ce soit le terme, mais en tout cas, il était atypique également dans la manière dont il a grandi, dans ses capacités cognitives, ses centres d'intérêt, etc. Donc, on a étudié tout ça à chaque fois avec des témoignages de ses coachs, de ses agents, des gens qui étaient proches de lui. On a pu échanger beaucoup avec ses parents, qui sont pas très présents dans les médias, mais qui ont témoigné avec nous sans apparaître forcément dans le livre. Il y a qu'une ou deux citations de sa maman. Mais à part ça, mais voilà, donc on a fait tout ça. Je suis allé dans des lieux qui ont compté pour lui, ou qui racontent quelque chose de son histoire, dans des clubs. Et après, on a fait des chapitres. Et on a ajouté à ça tout le parcours qu'il a amené à la draft, où on l'a suivi, on a eu la chance de le suivre au plus près pendant la draft. Donc ça a permis de faire quelque chose de très cohérent qui raconte ces dernières années jusqu'à la draft. Et justement, dans ton travail d'écriture, comment ça s'est passé, la prise de contact avec Solar, et deuxièmement, en termes de timeline, entre le goal de Solar, on y va, jusque la mise sous presse et on va dire le lancement en impression, ça s'est passé en combien de temps? On s'est donné le temps, c'est-à-dire que c'était en septembre 2022. Donc on savait qu'en juin 2023, il serait probablement le numéro 1 de la draft. Ça faisait peu de doute, honnêtement. Enfin, pour moi, ça faisait aucun doute. Après, il y en avait qui peut-être soulevaient encore la question. Mais donc j'ai pu travailler tout au long de l'année. J'ai fait mes reportages. Je savais pas du tout à quoi le livre allait ressembler au début. Et puis après, ça a été faire rentrer des carrés dans des ronds, comme on dit. Donc, Mm. ça a été très compliqué parce que il fallait trouver le temps entre faire mon travail habituel, aller en reportage, parce qu'il n'y avait pas que Wembanyama, il y avait le championnat de France, l'Euroleague. Enfin, c'était dingue en fait, quoi. Donc c'était très compliqué. Il fallait trouver des moments où aller partir en reportage, il fallait trouver des moments où écrire. Voilà, c'était complexe. Mais bon, sur un sujet comme ça, on va dire on ressent. Très honnêtement, le travail que je fais, c'est le travail de mes rêves depuis que je suis ado. Donc en fait,
je vis pas ça comme du travail. Donc après, c'est juste gérer le côté, la vie familiale, Mmh. faire accepter à la famille que bon, il y a des nuits où on travaille, des matins où on n'est pas disponible, et où on a une charge. Voilà, ça a été une grosse charge, mais c'était passionnant à faire. Et donc ça s'est déroulé après jusqu'en juin. Et une fois que la draft était finie, on s'est donné encore 3 semaines, un mois pour finaliser le travail avec euh, un graphiste Greg, que je salue ici parce qu'il a fait un travail exceptionnel sur ce livre, je trouve. Euh, et voilà quoi, hein. Et donc on s'est mis en route quoi. Il fallait tout mettre à jour, les stats. C'est pas si évident que ça parce qu'on reprend des articles dont une partie est parue dans le journal, mais il faut les réécrire quand même un peu. Mmh. On rajoute des anecdotes, des trucs qu'on n'a pas pu mettre. On peut rallonger sur certains chapitres parce qu'il y a des choses qu'on pouvait pas raconter. Faut faire le tri dans une masse inimaginable d'informations qu'on a accumulées. Mais honnêtement, c'était chouette. Et ce que j'aime bien au final, ce dont je suis fier, vraiment, je pense que je peux le dire, c'est que tout ça est basé uniquement tout ce que vous trouverez dans ce livre, c'est uniquement basé sur du travail de première main. C'est-à-dire, c'est vraiment du reportage. Aujourd'hui, si vous allez sur Amazon ou je ne sais où, vous allez trouver déjà une quinzaine de livres en fait sur Wembanyama et peut-être plus, dont beaucoup sont auto-édités parce qu'il y a des gens qui essayent d'exploiter une sorte de filon en fait ou un truc comme ça. Mmh. Ou mais en fait, nous on a fait un ouvrage avec uniquement des choses qu'on est allé chercher sur le terrain. Voilà, et je suis content d'avoir réussi à le faire comme ça. C'est que des interviews. D'ailleurs, on a pu se poser avec lui plusieurs fois sur des longues durées, sur des 40 minutes, une Mmh. après-midi entière qu'on a passé avec lui à Lyon, que j'évoquais un peu tout à l'heure, sans rentrer encore dans les détails. Mais voilà, et donc dans ce livre, il y a que des reportages et des choses qu'on a faites avec lui ou avec les gens qui ont participé à son éclosion. Donc en ça c'est intéressant. Et au niveau de cette aventure, si tu retiendrais 2 moments, un bon moment, qui a marqué, cette aventure et un moment, qui a été plus compliqué et comment tu as pu surmonter, cette difficulté-là? Je réfléchis, mais honnêtement, difficulté. En fait, c'est juste que j'ai pas vécu ça comme une difficulté. J'ai pas l'impression d'avoir eu des difficultés. J'ai juste fait mon travail. Euh, non, j'ai juste, il fallait juste, c'était juste compliqué sur la durée, mais ça, c'est un travail qui se passe sur 10 ou 15 ans, en fait, de gagner la confiance des gens. Parce que Mmh. si, et c'est pareil, je les remercie ici, les agents de Victor Wembanyama, Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, ils ont mis leur confiance en moi par rapport à ça, en me recommandant, parce qu'ils m'ont clairement, ils m'ont recommandé ils m'ont ouvert des portes auprès des coachs personnels de Wemby, même auprès de ses parents. Ils m'ont présenté à ses parents et ses parents qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, de manière tout à fait compréhensible, méfiants à l'égard des médias. Ben, en toute logique, au début, ils devaient être méfiants vis-à-vis de moi, ce qui est Mmh. normal, mais ils me les ont quand même présentés. Et donc j'ai pu gagner leur confiance. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé, et puis de toute façon, j'ai toujours essayé de travailler de manière honnête, en respectant les gens avec qui je travaillais. Donc, il n'y a pas de raison. Mais néanmoins, ça, c'était pas gagné et c'était pas forcément facile. Et donc, le fait que, par exemple, Jérémy et Bouna, ils aient eu confiance en moi, c'est parce que on se connaît depuis 10-15 ans et que on Mmh. a toujours travaillé en bonne intelligence. Et, euh, et voilà, donc ça, s'il y a une difficulté à citer, c'est peut-être ça dans la mesure où, je me souviens très bien, il me racontait que faut imaginer l'année avant la draft, il paraît qu'il y avait des journalistes étrangers qui débarquaient dans leur bureau, dans leur agence, parce qu'en fait, il y avait trop de demandes. Il y avait tellement de demandes qu'ils ne pouvaient pas répondre à tout le monde, qu'ils ne pouvaient pas donner des interviews à tout le monde. Mmh. Et donc c'était très compliqué en fait cette année-là de
d'avoir accès tout simplement à Victor, parce que c'était déjà devenu un phénomène, surtout après les matchs à Las Vegas, avec Oui. le Boulogne-le-Valois, avec les Mets, contre l'équipe de G-League Ignite, où Victor met 36 et 37 points en 24 heures, en fait. Et donc, il était devenu un phénomène mondial, instantanément. Donc en France, je veux dire, tous les médias voulaient l'avoir, et en Europe aussi. ESPN avait dépêché, je crois, 7 personnes en milieu de saison pour faire un petit documentaire vidéo, une interview. Donc comme c'est ESPN, ils l'ont eu, et c'est normal. Mais je veux dire, il y avait des centaines, mais vraiment des centaines de médias, et des milliers de demandes d'interviews. Donc réussir dans ce magma à, à, voilà, à s'approcher des coachs de Wemby et même de Wemby lui-même, c'est un travail de longue haleine, et c'est bien, quoi. C'était une difficulté. Et ensuite, bah, le moment le plus marquant, je pense que c'est la draft, hein. Je Mm. réfléchis, mais c'est un truc exceptionnel. J'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire, je l'ai suivi. J'étais dans l'avion avec lui. Euh, Encore une fois, grâce à l'agence, à ses agents qui ont accepté que je monte dans l'avion, et à ses parents aussi, qui ont accepté que je monte dans l'avion le jour où il part à la draft, c'est-à-dire 3 jours avant la draft. On est le lundi, je crois que la draft est le jeudi, le 22 juin 2023. Et donc j'ai interviewé 45 minutes dans l'avion. Et ensuite, j'ai assisté, je veux dire, mais vraiment, j'étais en permanence à ses côtés avec un photographe, et on a vu le phénomène, on a vu ce qui s'est passé quand il atterrit à Newark, Mm. où il y a plusieurs centaines de gens qui l'attendent, qui sont autant des fans, hein, il faut le dire, que des gens qui viennent, des mecs qui venaient faire signer des articles à son Ouais. effigie, mais pour les Se revendre, en revendre fait. derrière. Ouais, Voilà, ouais. c'était pas des fans, c'était juste des Mm. gars qui venaient Des faire du business. opportunistes. Ouais. Mais bon, néanmoins, voilà ce que ça génère, alors que le gamin n'avait pas encore joué une minute en NBA. Et ensuite, on l'a vu dans la rue, son convoi, pour aller à l'hôtel de la draft. Il y avait des gens qui le suivaient de manière sauvage, sur l'autoroute. Enfin, ça n'a pas de sens, le truc, quoi. À Times Square, il y a un attroupement géant qui vient. Quand il vient, il y a un cordon sanitaire, enfin, pardon, de sécurité pour qu'il puisse pour qu'il puisse venir voir les billboards où il y avait son visage qui s'affichait, parce que sur Times Square. Enfin, à l'hôtel, il y a une anecdote incroyable, hein, c'est que la nuit précédant la draft, il y a un fan qui a réussi, parce que l'hôtel n'est pas totalement privatisé, Mm. même s'il est en grande partie privatisé. Il y a un fan qui a réussi à trouver le numéro de la chambre de Victor Wembanyama, et qui va taper à sa porte à 2 heures du mat, en fait. Donc il est Mm. obligé de changer de chambre au milieu de la nuit, la veille de la draft. Voilà, on a pris le métro avec lui. Donc il y a des photos de lui dans le métro, mais c'est exceptionnel, et puis c'est unique, parce qu'il prendra pas souvent le métro à New York, Victor. Et il l'avait dit à l'époque, il avait dit, c'est le truc le plus cool que j'ai fait dans toute ma semaine, parce que je sais que j'aurais pas souvent l'opportunité de m'extirper de mes obligations pour faire des trucs comme ça, genre aller me balader à Times Square, machin. Donc oui, on était sur le sol du stade des Yankees avec lui, quand il tire le ceremonial pitch, comme on appelle ça, le premier lancer de balle d'un match de baseball, qui est souvent réservé, je veux dire, aux méga stars, et Mm. au président américain. Donc il y a Wembanyama qui fait ça l'année de sa draft, et on est je me souviens, j'ai mes pompes toutes blanches, mes Air Force One toutes blanches, sur la terre battue ocre, du stade, et je suis reparti avec les chaussures orange, mais c'est pas grave, ça valait le coup, quoi. Enfin, non, mais vraiment, le suivre pendant la draft, c'était juste dingue. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc même moi, à titre personnel, j'ai vécu énormément d'émotions à travers ce que lui vivait, et à travers ce que les gens vivaient, parce que il y avait des milliers de gens qui étaient mais fascinés, et qui exprimaient leurs émotions de manière très libre, et c'est assez unique à vivre. Et comme tu le enfin, soulignes justement dans ton bouquin, c'est le prospect qui était attendu à un niveau qui était tel que le dernier qui était aussi attendu, c'est juste LeBron James, quoi. Pas devin, on n'a pas une boule de cristal et tout, mais tu penses que on aura d'autres phénomènes qui pourront avoir un tel impact ou Non, pas? alors le vivier français, il est évidemment
il est inépuisable. Il a l'air inépuisable parce que chaque année, on voit des nouvelles pépites sortir des centres de formation ou de l'INSEP, ou même d'ailleurs. Donc ça a pas l'air de s'épuiser, franchement. Je sais pas, chaque génération, on voit bien qu'on fait beaucoup de résultats en jeunes, que notre système de formation est très efficace. Et d'ailleurs, il est scruté par le monde entier aujourd'hui parce que le basket, il y a un tel enjeu financier autour du basket. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un Young Star Game qui a été opportunément créé par la Ligue nationale de basket pour mettre en avant les jeunes talents. C'est pour ça qu'il y a eu des deals avec la NBA pour diffuser les matchs de Victor, puis après les matchs de Zachary Rizaché ou des autres équipes parce que ça les intéresse. Parce que c'est l'endroit d'où viennent le plus grand nombre de prospects avec le Canada. Hein, c'est la nation la plus représentée hors États-Unis en NBA, avec le Canada à la France. Donc ça, c'est clair et net. Par contre, Victor Wembanyama, ça transcende tout ça parce que c'est un profil qu'on n'a jamais vu, qui en plus est en train de, honnêtement, après seulement 3 ans, d'accomplir. Enfin, il est en train de réaliser le potentiel qu'on lui imaginait. Et il faut se dire qu'il est que au début de sa carrière, donc il est très loin d'avoir fini sa progression, du point culminant où il dominera comme il peut dominer. Si on touche tous du bois, s'il n'y a pas de problème de pépins de santé, voilà. Donc ou de pépins physiques. Donc non, lui il transcende tout ça parce que il ressemble à une espèce d'archétype du joueur ultime. Et ce que je trouve génial, c'est que, en tout cas dans mon expérience, c'est que quand je l'avais rencontré en 2022, il le disait pas comme ça, mais en fait c'est un peu ce qu'il disait, quoi. C'est-à-dire que c'était son ambition. Parce que lui, il se décrivait comme un joueur d'échecs. Et d'ailleurs, il joue aux échecs, hein, vous le savez maintenant, parce qu'il fait un tournoi basket échecs l'été au Chennai, dans sa ville natale. Et il se voyait comme un joueur d'échecs capable de déjouer toute stratégie qui viserait à ralentir sa progression, que ce soit tirer à 3 points, que ce soit aller à l'intérieur. Que ce soit, il voulait être capable il me disait, je veux être capable de défendre sur n'importe qui, être capable d'attaquer sur n'importe qui. Voilà quoi. Il refusait les comparaisons quand on disait, il a des joueurs qu'il idolâtrait ou de qui il pouvait s'inspirer, mais quand on disait qu'il rappelait Ralph Sampson par exemple, ou qu'il avait un profil à la Kevin Durant ou toutes ces choses-là, lui il disait, quand je lui avais parlé de Ralph Sampson, il m'avait dit, mais je crois qu'il m'avait dit, ce serait réducteur de limiter mon profil. C'était peut-être pas cette question-là précisément, mais il avait dit, je veux pas qu'on réduise mon profil à quelque chose. Et quelque part, je lui disais, mais en fait, t'es en train de me dire que tu veux être le joueur de basket ultime. Et donc, il a pas dit oui, mais en fait, on comprend que c'est ce qu'il veut faire. Et honnêtement, il en a le potentiel. S'il est au bon endroit, enfin, je veux dire, s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, à accumuler des titres, voilà, c'est quand même très intéressant que les Spurs n'aient fait aucun gros trade en faisant venir une méga star, parce que ils sont en train de lui laisser la place, quoi. Ouais. De quoi? Ils veulent lui laisser la place, en gros. Oui, mais en fait, ça aurait facilité le process. Et c'est vraiment très bien qu'ils aient résisté à la tentation parce que le potentiel était si énorme qu'évidemment, mettre Kevin Durant à côté, Giannis Antetokounmpo, évidemment que ça pourrait accélérer le processus et rendre les choses plus faciles. Mais quelque part, on pervertit un peu la beauté du truc, en fait, la beauté de la performance. Et la beauté du sport. Et Victor Wembanyama, c'est un esprit un peu old school dans ce truc-là, dans cette manière-là, dans ce sens-là. Lui, il aime les anciens joueurs. C'est un fan inconditionnel de Kobe Bryant. Je sais pas si vous avez vu sa réaction aux 83 points de Bam Adebayo, mais c'est assez parlant parce que évidemment ceux qui ont vu Kobe Bryant mettre 81 points savent, alors c'est ma conviction à moi, mais donc mais savent qu'en fait ce qu'a fait Kobe Bryant était beaucoup plus difficile et beaucoup plus beaucoup bien au-dessus de ce qu'a réalisé Bam Adebayo, même si ce qu'a fait Adebayo est fantastique.
Et c'est pas question de remettre ça en cause, c'est juste Mmh. que la fin du match était devenue une parodie où on lui donnait toutes les balles alors que le match était fini. Kobe, il avait marqué 62 points en 3 quarts temps contre Dallas. Le match était fini et Phil Jackson l'a benché en fait. Donc, Mmh. donc là, c'était juste ah bah allez, on va aller chercher le record. Donc c'était pas voilà. Donc la réaction de Wemby était assez parlante puisqu'il était, ça se voyait qu'il était un peu vexe. Il avait l'air un peu genre ouais, oui, j'ai vu, j'ai vu. Il y a beaucoup d'inspiration dans la ligue, il a dit. Voilà. Mais donc bon, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, mais on parlait des phénomènes et pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur l'aspect, on va dire, vivier français, Ouais, Wemby dans le bouquin là, il dit aussi que lui, au-delà du fait de ses performances personnelles, pardon, il voulait instaurer un règne français oui. sur ce sport. Tu penses du coup, avec tout ce que tu viens de détailler sur le vivier que c'est quelque chose qui est atteignable. Alors moi, je pense que j'en ai aucune certitude. C'est une affirmation, bah, c'est tout à son honneur et il faut viser, je veux dire, il faut viser il faut avoir ce genre d'ambition et c'est normal que lui ait ce genre d'ambition. Par contre, il faut être réaliste, c'est-à-dire même si la France a été vice-championne olympique Mm. en 2024 à Paris et en 2021 à Tokyo. La France repart quand même d'une page pas blanche, mais pas loin complètement. C'est-à-dire que là, il faut reconstruire. Il n'y a plus Nando De Colo, il n'y a plus Nicolas Batum, qui est quand même le capitaine de toute la génération post-Parker, Tony Parker. Et donc, ça n'a rien d'évident, parce qu'en fait, il faut reconstruire un collectif. Il y a énormément de joueurs de talent, mais ils sont très jeunes. Mm. Beaucoup sont jeunes. Euh, et donc ça complique la tâche. Le basket, c'est un sport, c'est un des sports les plus concurrentiels au monde. C'est sans doute l'un des 2 sports les plus concurrentiels au monde. Donc il y a énormément de talent, énormément d'équipes qui peuvent battre la France. La France n'a pas de certitude à tous les postes. Elle n'a pas de certitude sur l'alchimie qu'elle peut créer. Les circonstances actuelles font que les joueurs sont dispatchés dans les meilleures équipes d'Euroleague et beaucoup en NBA, certes, mais ça fait que les joueurs n'ont pas souvent l'occasion d'être ensemble pour construire un collectif, contrairement à d'autres équipes euh, qui peuvent se retrouver plus souvent ensemble. Comme l'Allemagne, par exemple, même la Serbie, même s'il y a des éléments NBA, c'est quand même des équipes qui ont un noyau qui est plus stable que la France. Mm. Et donc là, la France doit rebâtir. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de paramètres. On a changé de sélectionneur, donc il y a une nouvelle culture à installer. C'est pas évident, hein. Donc là, je vous rappelle, à l'Euro, même s'il manquait beaucoup de joueurs, on est éliminé en huitième de finale du championnat d'Europe. Euh, c'est pas terrible, quoi. Mm. C'était pas une belle performance de la part des Bleus. Donc ils méritaient mieux probablement, mais bon, le constat il est là et ça veut dire que là il faut rebâtir avec les vrais joueurs certes, mais c'est compliqué. Donc instaurer un Rennes français, ça voudrait dire avoir un noyau, ça voudrait dire dominer et gagner à répétition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est très loin. Il faut déjà se qualifier pour la Coupe du Monde, même si c'est bien parti, en 2027 au Qatar. Et surtout, après, il faut se qualifier aux Jeux Olympiques. Hein, Mm. donc, voilà. Donc, on va avoir le retour de Rudy Gobert, peut-être de Evan Fournier. Il y aura des cadres qui seront là. Hein. Gershon Yabusele sera là. Il y a plein de talents. Le talent n'est pas la question. Mais instaurer un règne, ça passe par autre chose. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici 2 ans, Victor Wembanyama, évidemment, il devrait atteindre un niveau encore supérieur qui doit élever le niveau d'ambition. Voilà. Ok. Et au niveau tu as parlé un peu de son environnement et de certaines personnes que j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler d'eux, notamment donc le duo d'agents Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana. Et aussi, j'aimerais bien qu'on parle de Guillaume Alquier, son prépa physique perso, au, on va dire aux exercices aussi atypiques que peut-être la personnalité de Wemby. Donc, est-ce que tu peux nous développer un peu le parcours de ces personnes et ce qu'ils apportent à Wemby?
Eh bien, bah, si tu veux commencer par ses agents, évidemment, c'est des personnes, Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye. Euh, Bah, si vous connaissez pas leur histoire, il y a un film sur eux maintenant au cinéma, quand même Mm. assez incroyable qu'ils en soient arrivés là. Mais honnêtement, c'est mérité puisque c'est des personnages marquants de l'histoire du basket français, tout simplement, puisque ils ont réussi à s'installer en NBA comme des agents reconnus à une époque où il y a quasiment pas d'agents étrangers aux États-Unis, un peu de la même manière que Tony Parker ou Tariq Abdul-Wahad avant lui ont brisé des plafonds de verre et ont réussi à aller en NBA. Ben, eux ont réussi aussi à aller en NBA en tant qu'agents. Et ça n'avait rien de facile parce que euh, convaincre tout un milieu, toute une ligue qui a sa manière de fonctionner à elle, qu'ils avaient une valeur ajoutée à apporter, c'était quelque chose, voilà, tout en ayant on leur a mis des bâtons dans les roues en permanence. Mm. Les autres agents, hein, puisque c'est un milieu très compétitif, où les revenus sont pas, comment dire, sont pas aussi élevés qu'on pourrait l'imaginer, en tout cas pour les jeunes agents. Les agents qui n'ont pas beaucoup de joueurs ou qui sont jeunes dans le métier, le retour n'est pas aussi élevé qu'on peut l'imaginer comme quand on pense à ça de l'extérieur, on peut se dire ils gagnent des millions, des millions. Aujourd'hui, oui, puisqu'ils ont négocié l'équivalent d'un milliard de contrats, 1 milliard de dollars de contrats, donc c'est évidemment gigantesque. Mais là-dessus, les agents touchent jamais plus de 5%, voire 4%. Et donc ça reste des sommes énormes, mais faut imaginer qu'ils ont dû s'installer là-bas, qu'ils doivent faire le tour du monde en permanence, qu'ils ont toute une société, qu'ils doivent écumer tous les tournois de jeunes, etc. Donc c'est pas des frais anodins, surtout quand on débute. Et comme le raconte le film et aussi leur histoire, leur société a été en redressement pendant des années en fait. Donc ce qu'ils ont fait est réellement impressionnant, puisqu'ils ont amené des joueurs français en NBA. Et c'est devenu les agents référents en la matière et ils ont même ouvert la voie aux autres agents qui font ça aujourd'hui. Et c'est très bien pour tout le monde, hein, mais en tout cas ils ont participé à tout ça. Et c'est aussi pour ça, et ils racontent très bien ça aussi, au début ils avaient essayé d'aller voir Tony Parker et évidemment ils se sont fait envoyer balader parce que eux ils étaient pas prêts et Tony lui il était prêt à partir mais il avait besoin d'avoir un relais puissant sur place et influent pour pouvoir convaincre les équipes de le recevoir et trouver sa place. Bah, c'est parce qu'ils ont essuyé tous ces échecs et parce qu'ils ont réussi à s'installer petit à petit que Victor Wembanyama et ses parents, pardon, leur ont fait confiance au moment où ça a compté et au moment où il a fallu choisir entre plusieurs agents. Donc, franchement, chapeau à eux. Évidemment, il y a eu des à-coups, tout est pas linéaire, c'est pas possible. Mm. Mais ce qu'ils ont fait participe à tout ça. Très bien. Et pour son prépa physique, Guillaume Alquier. Bah, Guillaume, tu l'as très bien dit, hein, alors c'est quelqu'un qui a eu un parcours notamment dans le rugby avant Mm. de venir dans le basket, dans le sud-ouest. Et, euh, et en fait, il y a eu une rencontre. Alors si je me souviens bien, la rencontre a lieu juste avant le match où le fils de LeBron James, Bronny James, vient jouer. Il crée l'événement parce qu'il vient faire un match de prospect lycéen américain à Nanterre. Et donc j'étais présent à ce match-là où il y avait aussi Bilal Koulibaly. Victor n'a pas joué. Il y avait Oscar Wembanyama qui a joué, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais Victor n'a pas joué. Mais par contre, il me semble que c'est là qu'il rencontre Guillaume Alquier, qu'ils ont un premier échange et qu'ils commencent à faire 1 ou 2 séances d'essai comme ça. Et comme tu l'as très bien dit, c'est plus que le côté uniquement prépa physique, c'est les méthodes et l'esprit, en fait, la manière dont pense Guillaume Alquier, qui ont séduit Victor Wembanyama, puisqu'il aime tout ce qui est out of the box, comme on dit, Mm. hein, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et effectivement, quand on rentrait dans des salles où il y avait Victor Wembanyama et Guillaume Alquier, on pouvait arriver et puis Victor Wembanyama sur la tête en train de faire le poirier ou de faire des trucs qu'on n'imagine pas. Et dans le documentaire qui est sorti sur Victor Wembanyama, qui s'appelle Unique, on voit, il y a une caméra qui s'insère dans une des séances où on voit, si je me souviens bien, Victor sur des tatamis et,
et Guillaume qui lui demande tout un tas de petits exercices à faire, comme par exemple, je crois qu'il y avait genre se relever sans utiliser tes mains, des choses comme ça. Mais bon, après ça, c'est juste un exemple parmi 200 en fait, ou 300 Mm. de manières oui, de changer l'entraînement, quoi, pour jamais s'ennuyer et de mélanger, ça c'est très important, de mélanger le jeu avec le côté compétitif. Et ça, je Mm. pense, c'est quelque chose qui est très important et qui résonne pour Wembanyama parce qu'il a toujours adoré les jeux de plateau. Et il fait plein de jeux de société avec ses parents quand il voit ses parents et sa famille et sa sœur et son frère. C'est une de leurs activités favorites. Les Codenames, Gang of Four, tous les jeux de plateau comme ça, il adore ça. Et il a toujours aimé allier le jeu avec ça. Il adore les Lego, il adore Mm. dessiner. Enfin, et il est très talentueux au dessin aussi, paraît-il. Hein. On espère voir ça de plus près. J'ai essayé d'avoir quelques-uns de ses dessins, mais à ce jour, on n'a pas réussi à voir les œuvres dont il peut être le plus fier. Mais ce qui est sûr, c'est que ses coéquipiers me racontaient qu'il dessinait dans les vestiaires avant les matchs, sur les tableaux Velleda. Ça, c'est Mathieu Strazel qui m'avait raconté ça. Et que voilà, qui dessinait vraiment très très bien, genre. Donc il aime bien tout ce qui est lié au jeu et il aime bien mélanger ça avec le côté performance. Donc Guillaume Alquier était la personne idoine. D'ailleurs, ils ont tous les deux fait ensemble le fameux stage chez les moines Shaolin l'année dernière, qui est devenu célèbre maintenant. Les images, si vous en avez vu, sont exceptionnelles. Les quelques photos qui ont été prises de leur séjour chez les moines Shaolin. Voilà, donc c'est typiquement le genre de choses qui peut les réunir tous les deux. Et Guillaume Alquier est devenu aujourd'hui membre du staff des Spurs, un membre officiel du staff des Spurs, parce que à cause de ses compétences d'abord, hein, avant tout bien sûr, Mm. et aussi parce que je pense qu'il était inimaginable pour Victor Wembanyama de pas continuer l'aventure avec lui, en plus de toutes les autres équipes de coach à sa disposition bien sûr, mais il a un rapport très particulier avec lui. Bon, parfait. Merci beaucoup pour ces précisions, parce que c'est vraiment des personnes qui sont plus que prépondérantes dans son développement et c'est important de mettre la focale dessus. C'était l'un des chapitres qui m'ont vraiment intéressé dans le bouquin, donc je voulais qu'on passe un peu de temps dessus. Du coup, on va passer sur l'avis de Rafik sur le bouquin. Mhm. Donc pour moi, le bouquin, c'est un très bon bouquin aussi bien sur la forme que sur le fond, avec une couverture très spéciale et qui attire l'œil. Donc c'est quelque chose de très bien. Comme tu l'as souligné tout à l'heure aussi, on a un gros travail iconographique qui a été réalisé par Greg, l'artiste, qui nous permet de s'oxygéner entre les différents chapitres. Donc c'est vraiment une vraie plus-value au travail que tu as réalisé. Et sur le fond, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que tu abordes toutes les dimensions du phénomène Wemby. Moi, j'en ai noté 5 de dimensions. La première, historique, parce que tu nous refais découvrir son parcours et celui de celles et ceux qui l'accompagnent pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Technique, on a des éléments technico-tactiques qui sont très accessibles et qui nous permettent de comprendre la singularité de son jeu. Athlétique et cognitive avec des focus sur des exercices atypiques qui sont concoctés par Guillaume Alquier et qui permettent de développer, comme le surnomme Steph Curry, ce cheat code. Et au niveau médiatique également, il a la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'évoluer au temps des réseaux sociaux, qui sont un catalyseur pour son image, et par capillarité, ça influe aussi positivement sur le rayonnement de la NBA et du sport, du basketball là-dessus. Et le dernier point pour moi, c'est la dimension prospective, parce que tu nous offres des ouvertures sur ses ambitions, et on est curieux de savoir si elles vont se concrétiser ou pas. Donc en synthèse, tu nous as concocté un vrai bel ouvrage, aussi bien pour les personnes qui pensent le connaître que pour les profanes, et ça peut être le livre, on va dire, est l'outil idéal pour retrouver les chemins d'une librairie ou faire réaliser ses premiers pas pour une littérature sportive, pardon.
Donc pour tout ça, un grand merci Yann. Ah non, merci à toi, c'est très gentil tout ce que tu dis. Là, mais j'ai vraiment le bouquin, je l'ai dévoré en une journée. C'est vraiment, voilà, très addictif. Donc merci encore pour le travail réalisé. Merci à toi. Et est-ce que tu as eu des retours de son entourage ou de lui-même peut-être sur le bouquin ou pas du tout? J'ai eu des retours plutôt positifs de son entourage, mais j'ai rien eu de, voilà, j'ai pas eu de message dédié de Victor ou autre chose parlant de l'ouvrage. Voilà, c'est pas, Très bien. mais c'est pas, voilà, c'est pas l'objet. Oui, moi je veux pas, j'aurais pas aimé que ça leur plaise pas, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas un sujet entre guillemets polémique quoi, puisqu'il s'agissait vraiment de raconter voilà pourquoi c'est un phénomène et pourquoi il nous fascine tous en fait. Nous qui avons tous une connaissance quand même assez approfondie du basketball, de l'histoire du jeu, etc. Pourquoi on est fasciné par Victor Wembanyama et pourquoi c'est pas juste voilà, pourquoi c'est pas juste parce qu'on est français, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de différent et d'unique. Et d'ailleurs, oui, si je peux me permettre, moi, d'ajouter, quand je l'avais donc rencontré en 2022 et qui jouait encore à Lasvel, enfin qui jouait à Lasvel et qu'il n'avait pas encore trop joué justement, pardon, et qu'il y avait encore beaucoup de critiques autour de sa capacité à, à réussir à se comment dire à se retrouver en NBA avec tous les chocs physiques, avec l'enchaînement des matchs, tout le monde parlait de sa fragilité, etc. Moi, je me souviens très bien que ce qui m'avait convaincu qu'il allait réussir, c'est le moment que j'avais passé avec lui parce que j'avais eu pour la première fois un aperçu de ce qu'il avait plus dans la tête en fait, de sa vision, puisqu'on avait parlé pendant plus d'une heure ou une heure et demie. Et donc là, moi, j'avais pris conscience. Sur le terrain, c'était évident, en fait, qu'il allait faire des stats, qu'il allait mettre des paniers. Enfin, voilà. Après, qu'il allait progresser, etc. Ça, il n'y a pas besoin d'être un expert ou un scout pour savoir qu'il va être fort. Mais quand j'ai vu sa vision, quand il m'a expliqué que lui, il s'imaginait comme enfin, que ce qu'il voulait dans la vie, c'était s'accomplir en tant qu'être humain, ne rien regretter. Qu'il avait une vision un peu philosophique par rapport à ce qu'il essayait de faire, etc. Il n'y a pas énormément de sportifs qui pensent de cette manière-là ou ce genre de choses à l'âge de 18 ans. Il venait de fêter ses 18 ans quelques semaines avant. C'est rarissime en fait, et c'est une vraie qualité qui ajoute à la performance sportive. Et donc à l'époque, il était non seulement conscient de son potentiel, mais convaincu de son potentiel. Et en plus, il mettait déjà tout en œuvre, que ce soit au niveau diététique, au niveau de ne pas passer 3 heures sur son smartphone, mais aller dormir, lire des bouquins, faire des activités qui ouvrent son esprit, qui connectent son esprit avec ses mains, etc. Enfin, en fait, il y a toute la démarche, il y a tout le travail invisible qui, moi, m'ont convaincu, et son état d'esprit surtout, qui est un vrai état d'esprit de champion, en fait, tout simplement, qui m'ont convaincu instantanément que peu importe qu'il ait joué que 5 minutes par match depuis 2 mois, que personne l'ait vraiment encore vu, parce qu'avant il était à Nanterre, ou donc pas encore vu sur la grande scène. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, on a affaire à un des plus grands champions à venir de l'histoire du sport français. C'était une évidence dans ma tête. C'était trop tôt, et c'est toujours trop tôt pour pouvoir le constater, mais c'était une conviction qui s'est mise dans ma tête à ce moment-là. Oh, très bien. En tout cas, ça se matérialise très bien dans le bouquin et on voit très bien le mindset, comme on dit, qui est très câblé pour réussir en NBA. On va passer maintenant aux questions rituelles. Toi, au niveau de tes futurs projets, donc on va te retrouver toujours sur l'équipe. Est-ce qu'il y a dans les cartons d'autres projets littéraires ou c'est pas à l'ordre du jour? Alors, ce qui va rythmer les prochains mois et les prochaines semaines, ça va être évidemment le suivi de la NBA Europe. Ça, je pense, c'est quand même le dossier qui secoue tout le basket européen, et pas que, hein. C'est la venue de la NBA en Europe, puisqu'apparemment c'est sûr maintenant que la NBA va créer une ligue en Europe à partir de 2027 ou de 2028, peu importe, mais ils viennent. Donc l'une de mes grosses tâches, c'est de suivre ça. Et ensuite, je viens de commencer à préparer un autre livre. Voilà, mais comme ça vient de démarrer, je n'ai pas le droit pour l'instant de partager
sur quel sujet il sera pour le moment. Donc ce sera ça, des déplacements, le Final Four de l'Euroleague, j'espère. Et mon collègue Sami Sadi qui ira normalement en finale NBA. Et on espère qu'on y retrouvera Wemby. Oui, c'est plutôt bien parti avec une belle saison des Spurs. Et au niveau des recommandations lecture, est-ce que tu aurais 3 livres de sport à nous recommander, s'il te plaît? Oui, alors je vais vous recommander des livres de basket. Je ne vais pas aller sur les terrains que je ne maîtrise pas. Et donc, pour revenir sur l'histoire de la NBA Europe, il y a un ouvrage très intéressant de Lindsay Sarah Krasnov qui s'appelle Basketball Empire, France and the Making of a Global NBA and WNBA. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai travail universitaire. C'est une somme avec énormément d'interviews, de recherches et que c'est un retour aux sources et une explication des liens entre le basket français et le basket américain. Pourquoi il y a un ADN commun, quels sont les premiers joueurs de part et d'autre à être venus. C'est un travail monumental et passionnant et qui en grande partie permet de mettre en perspective et de comprendre pourquoi aujourd'hui la NBA s'intéresse tant au basket français et voilà pourquoi il y a ce lien entre les deux. Un autre livre que moi j'ai adoré et que j'adore, c'est Dream Team d'un journaliste. Alors d'ailleurs, je vous conseille de lire tous ces ouvrages en version originale à chaque fois. C'est souvent mieux que quand il y a des traductions. Donc Dream Team de Jack McCallum, qui est un des grands journalistes sportifs américains. Et c'est sans doute l'ouvrage qui permet une plongée vraiment la plongée la plus inside, en coulisses de toute l'aventure de la Dream Team 92 avec Jordan, Magic et compagnie et tout le monde, Larry Bird, etc. Donc ça, c'est un trésor d'anecdotes sur l'événement qui a changé en fait le basket mondial et qui a rendu le basket planétaire en amenant les joueurs NBA aux Jeux Olympiques. Et après, l'un de mes livres favoris à moi a toujours été Heaven is a Playground du journaliste américain Rick Telander. Et ça, c'est un ouvrage qui permet d'avoir un regard parallèle en fait sur le monde du streetball. Donc c'est un journaliste qui est basé à Chicago, mais qui est allé à New York en reportage en fait. C'est un peu il est allé sur les playgrounds à New York, à Brooklyn, et il a rencontré énormément de joueurs dont il a découvert que beaucoup auraient pu jouer en NBA, et donc il a découvert à travers ça toute la culture streetball, et donc il raconte des histoires que peu de gens qui sont pas forcément racontées pour le grand public, au moins en France. Mais on découvre les liens aussi entre le basketball professionnel et le streetball. Et il y a toute une dimension sociologique, culturelle, historique du basket qui transparaît au travers de son travail de reportage qui est absolument brillant. Où on découvre aussi comment le basket est un outil d'émancipation pour la communauté afro-américaine, en tout cas certains, dans certaines histoires, on voit vraiment qu'il y a un lien aussi avec ça. Donc ça explore énormément de pistes différentes sur le basket et qui sont très intéressantes pour moi. Très bien. Un grand merci pour ces recommandations lecture et on va te souhaiter le meilleur et beaucoup de force pour les échéances qui vont t'attendre et notamment le travail d'écriture, et on scrutera les différentes sorties et programmations de sorties pour pouvoir, pourquoi pas, dédier un nouvel épisode de chapitre sportif à ta nouvelle production.